Michel Koko Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha à la technique, les confrères qui s'installent autour de la table. Nous avons également un invité aujourd'hui, vous avez compris, le club de la presse de ce jeudi 12 septembre 2019 vient de démarrer. Jean Legrand Polorini du journal Canal D, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bon retour au club de la presse. Merci bien, ça. Vous mettez aux côtés de Magloire Teko Kenvi de Flambeau des démocrates, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canal FM. Et l'homme Mati Chokbe de la Nouvelle Tribune, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canal FM. Et notre tchotcho du vrai pays kabien, Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux collègues présents, bonjour à nos amis fidèles auditrices et auditeurs. En tout cas, et là, vous conviendrez avec moi que Michel, il fait bon candidat pour être tchotcho, chef traditionnel. Oui, un très bon candidat. Merci beaucoup. Ses parents et amis de son canton, Yadebou, apprécieront. Eh bien, notre invité, il est à nos côtés. Nous connaîtrons ses titres et qualités incessamment. Juste le temps que nous partagions ensemble cette pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Jean-Paul Sartre, qui a dit « Un amour, une carrière, une révolution, autant d'entreprises que l'on commence en ignorant leur issue. » Un amour, une carrière, une révolution, autant d'entreprises que l'on commence en ignorant leur issue. Mais je présume que M. Issifou Soulé Adoua, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canal FM, bonjour aux éditeurs. Eh bien, vous êtes chef division des aptitudes professionnelles et du suivi des chambres de métiers au ministère du Développement La Base, qui est également en charge l'artisanat. Le ministère qui lance le ministère qui vient de lancer le marché international de l'artisanat au Togo, Niato. Pour nous en parler, merci d'être à nos côtés. Merci, je vous remercie aussi de nous donner l'opportunité de pouvoir communiquer sur cette initiative qui nous tient beaucoup à cœur et qui tient aussi au secteur de l'artisanat. Merci, et je présume que vous allez démentir Jean-Paul Sartre qui présente l'amour, la carrière et la révolution comme des entreprises que l'on commence en ignorant leur issue. Vous, au ministère du Développement La Base, je présume que vous connaissez l'issue du marché international de l'artisanat au Togo. Bien sûr, nous n'avons pas commencé ou même nous n'avons pas émis cette idée d'organiser ce marché ex nihilo. Non, nous avons fait des travaux de recherche après les demandes que les artisans eux-mêmes ont exprimées, et nous avons étudié toute la question dans un document de politique qui nous a permis maintenant de pouvoir commencer en ce moment de lancer cette activité. Merci. Je rappelle que c'est le 12 juillet dernier, exactement un mois, que la ministre en charge de l'artisanat a lancé officiellement la première édition de ce marché international de l'artisanat du Togo sous le thème artisanat innovant, facteur de développement économique et social. Alors vous voulez nous dire le pourquoi et le comment de ce premier marché de l'art ici au Togo, de l'artisanat ici au Togo? Bien sûr. Merci une fois encore. Comme je le disais tantôt de jeu, et effectivement, nous avons, à partir de 2011, engagé des réformes, des réformes sectorielles qui devraient permettre de redynamiser le secteur de l'artisanat. Après avoir reconnu dans le temps, avoir été reconnu dans le temps par tous les gouvernements successifs, que le secteur était un secteur qu'il fallait promouvoir, vu sa contribution à l'économie nationale. Déjà en 1996, il a été reconnu que ce secteur contribuait à plus de 18% à la formation du PIB. Le produit intérieur brut. Absolument. Donc, c'est un secteur qui promeut la jeunesse aussi, la formation qui est là tout le temps. Et ce secteur permet également à d'autres secteurs du pays de pouvoir se bien porter, notamment l'agriculture. Vous savez tout ce que l'artisanat fait dans la promotion de l'agriculture. Les utilités agricoles que nos parents utilisent sont bien sûr des produits de l'artisanat.
Et tout ce qu'il y a comme tourisme également, vous allez tout de suite à l'hôtel du Golfe, vous verrez que c'est là que vous verrez les étrangers tout de suite lorsque vous les recherchez. Donc, l'artisanat aide beaucoup à ce que l'ensemble des grands secteurs de l'économie se portent bien, notamment l'agriculture, le commerce, le tourisme et puis l'industrie et l'éducation. Et rappelez qu'il y a au moins 1 million de Togolais qui s'adonnent à l'artisanat, comme vous l'avez dit, qui contribuent à hauteur d'au moins 18% au produit intérieur brut. Eh bien, le salon va s'ouvrir, je crois, le 25 octobre prochain pour fermer ses portes le 3 novembre. Ce sera au site communément appelé la foire de Lomé, le centre CETEF. Non, ce ne sera pas au centre CETEF, mais plutôt sur l'esplanade du Palais des Congrès. Sur l'esplanade du Palais des Congrès, donc du 25 octobre au 3 novembre. Oui, bien sûr, c'est bien ça. Sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et j'en venais par rapport à l'initiative elle-même. Et donc en 2011, nous avons entrepris des réformes. Et à travers un document de politique qui est élaboré, les contraintes et les difficultés auxquelles les artisans étaient exposés ont été quand même bien élucidées dans ce document-là. Et je présume que qui dit artisanat parle d'artisans, et je présume que les artisans du Togo adhèrent au concept de ce marché. Absolument, absolument. Et comme je le disais tout à l'heure, il a été relevé qu'ils ont des difficultés d'écoulement de leurs produits. Et comme c'est relevé, nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les amener à pouvoir arriver à bout de ces genres de problèmes. Et là, nous avons discuté avec eux-mêmes sur la base de leurs demandes, puisque non seulement ça a été relevé dans le document de politique, ils ont toujours et régulièrement demandé à ce qu'ils aient une foi qui soit propre à eux, une foi telle que nous les avons dans les autres pays de la sous-région. Nous avons toujours apporté des appuis aux artisans pour qu'ils participent à ces différentes fois de la sous-région. Alors la question était là, pourquoi ne pas leur créer un cadre ici international qui fera en sorte qu'ils puissent exposer leurs produits et également faire venir les autres des autres pays ici aussi pour voir tout ce que nous avons fait, tout le génie que les artisans ont. Et comme vous-même, le ministère des Artisans, comme vous avez eu l'occasion de participer à ce qui se fait autour de nous, je présume que vous rivaliserez, sinon vous dépasserez ce qui se fait comme le CIAO par exemple. Impossible n'est pas tout. Vraiment, c'est le fait de lancer l'objectif visé. Merci. Alors, quels sont, puisque les artisans, ils sont divers et variés, quels sont les artisans ou bien les corps de métier qu'on pourra découvrir au cours de ce marché? Normalement, l'ensemble des corps qui sont dans le secteur de l'artisanat sont concernés par le marché. Lorsque vous êtes artisan et que vous travaillez dans le secteur de l'artisanat, c'est une fenêtre qui est ouverte à vous d'arriver, d'exposer vos produits ou de présenter vos services. Mais alors, ceux qui sont les plus sollicités, c'est ceux-là qui font des productions innovantes, c'est-à-dire ce qui a été toujours fait que nous connaissons, les produits que nous connaissons, les habits tels que vous êtes très bien habillés en artisanat, merci. Et tout ce qui se fait dans le secteur doit être amélioré, c'est-à-dire doit avoir une touche particulière à la chose, de sorte que les acheteurs professionnels qui vont arriver de par le monde, puisque nous avons invité, et également tous ceux qui viendront au Togo pour voir ce que nous avons fait en matière d'artisanat, puissent vraiment apprécier de bons produits, de produits de qualité, qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Donc c'est ceux qui produisent des articles de bonne qualité qui sont sollicités dans le secteur. Je rappelle le terme de ce marché, l'artisanat innovant, facteur de développement économique et social. Ce marché qui s'ouvre le 25 octobre pour fermer ses portes le 3 novembre sur l'esplanade du Palais des Congrès. Eh bien, dites-nous comment va se dérouler concrètement notre Miato. Merci bien. Juste après la phase des inscriptions, la communication autour pour mobiliser du monde, il y aura ce que nous appelons la plage sur laquelle la foire va se dérouler, donc du 25 au 3 novembre. Et chaque jour, la foire ouvre ses portes à 9h pour fermer à 22h. Chaque jour, hormis les week-ends où la foire va ouvrir de 9h toujours, mais au-delà de 22h et vers minuit par là. Et nous aurons une exposition vente
ensuite des conférences qui vont être organisées sur des thématiques liées à l'artisanat, à la promotion de l'artisanat. Des panels seront organisés avec des spécialistes de tous bords qui s'y connaissent en matière de promotion du secteur de l'artisanat et aussi de l'emploi des jeunes. Et également, nous aurons des ateliers, des showrooms, c'est-à-dire des ateliers de présentation, des défilés de mode et des spectacles qui seront organisés les soirs pour quand même égayer la jeunesse. Merci. Donc, ce marché du 25 octobre au 3 novembre sur l'esplanade du Palais des Congrès, on pourra aller découvrir l'art, sinon le génie innovant de nos artisans. Ce marché qui se veut international pour plus de promotion de notre artisanat. Mais monsieur Issifou, Soulé Adoua, vous restez à nos côtés. Lorsque nous ouvrirons les micros à partir de 12h, peut-être que les auditeurs voudront en savoir davantage. Je préfère que vous soyez là pour satisfaire la soif de savoir de nos amis. Et quant à nous, j'en suis honoré. Merci. Et maintenant, la revue de presse, chers confrères, Jean Legrand, Magloire, Elam et Michel, quand je parcours vos journaux, vous êtes beaucoup intéressés à diverses élections et nous allons en faire autant aussi au Club de la Presse. Commençons par l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous êtes revenu sur les résultats. Togo Matin, par exemple, qui écrit à la page 3, Togolais de l'étranger, les 77 délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont connus. Autre journal qui en parle, c'est Front des démocrates. Magloire, votre journal écrit, vous nous donnez d'ailleurs le taux de participation qui s'élève à 91,87%. Et vous procédez également à la répartition de ces élus région par région. Oui, bien évidemment, vous savez, depuis début juillet, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a lancé... Donc, et des Togolais de l'extérieur. Des Togolais justement de l'extérieur, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a lancé ce processus-là parce qu'à un moment donné, on a senti qu'il y a au moins 2 millions de Togolais qui sont répartis un peu partout dans le monde et qui mènent des actions de façon disparate. Et il était temps de faire converger en tout cas les actions dans une dynamique unitaire. C'est ce qui motive justement la mise en place de ce haut conseil là. Et depuis là, le processus est mené. Aujourd'hui, on a les résultats des élections. Et les résultats là ont été donnés justement hier par le président de la commission indépendante électorale de ce HCTE là. Et déjà le taux de participation a été en tout cas a été de 91,87%. Et dans l'ensemble, on retiendra donc que les 77 délégués devant composer ce haut conseil là, on connaît leur identité et ils sont donc répartis par zone. On a les délégués de la zone Afrique, qui sont 45. Il y a les délégués de la zone Europe. Ils sont 19. Les délégués de la zone Amérique. 6 délégués. Oui, et les délégués de la zone Asie et Océanie. Qui compte 7 délégués. Le total qui fait 77 délégués qui sont connus depuis hier. Et Michel Tchadja, à la page 6, vous faites un bel article avec statistiques à l'appui. La commission électorale indépendante du HTCE qui a dévoilé sa liste. Quand on parcourt votre article, on découvre que c'est un total de 164 568 électeurs qui s'étaient enregistrés. Là-dedans, 151 181 ont effectivement voté. Les candidats étaient 314. Tout chiffre, toute statistique que vous rappelez dans votre article, Michel. Oui, je pense que c'est important de le rappeler puisque le travail qui a été fait, vous savez qu'au début, il y avait des atermoiements parce que le ministre Robert Doucet n'était pas compris. Il a dû faire
de la pédagogie en expliquant la méthodologie qui devait conduire à cette élection, débarrassée de tout réseau politique et tout ce qui va avec. Et donc, finalement, nous avons l'impression que beaucoup de nos compatriotes qui résident à l'étranger ont compris le bien fondé de ce que le ministre Doucet était en train de faire comme travail dans ce domaine. Et finalement, on a constaté, le constat qui saute aux yeux, c'est la forte mobilisation. Et donc, ça veut dire tout simplement que nos frères et sœurs qui résident à l'extérieur vraiment ont compris la nécessité de reprendre l'appel du gouvernement pour qu'ils s'organisent. Et nous l'avons dit dans l'article, c'est la diaspora a appelé à s'investir davantage dans la construction de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que ils envoient chaque année des dizaines de millions, pour ne pas dire des milliards de francs CFA à leur famille ici, et ça veut dire quelque part que leur voix doit compter quand il s'agit de faire émerger le Togo, et c'est ce que le gouvernement a fait par l'intermédiaire du ministre Robert Doucet. Merci. Et Ouara le vainqueur qui est revenu sur les 5 étapes cruciales de ce processus, à savoir l'enrôlement des Togolais de l'extérieur, le traitement des dossiers, la publication des listes des candidats et du nombre d'électeurs par zone et par circonscription ou pays encore, la campagne électorale et le vote en ligne dont nous connaissons les résultats depuis hier. Et là, Mati Chogbe, ce ne fut pas un parcours de tout repos pour le ministère des Affaires étrangères. Vous rappelez toute la polémique, pour ne pas dire les critiques qui ont été émises à l'endroit de l'initiative que le ministre a prise. Le processus est arrivé à terme. Robert Doucet a quand même relevé ce défi-là. Bon, on va dire félicitations au ministère des Affaires étrangères pour avoir conduit de bout en bout ce processus. Moi, personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire sur la façon dont les choses se sont déroulées. On note juste que les délégués sont connus, les noms sont connus depuis hier, et donc félicitations et puis bon vent à tous ceux qui ont été élus. Eh bien, Jean Legrand Polorini, vous devez vous intéresser également à ce dossier. Et parmi les critiques qui étaient adressées à Robert Doucet, c'était que certains disaient craindre que ce Haut Conseil serve de moyen au gouvernement de caporaliser la diaspora. Certains avaient dit qu'ils n'avaient pas confiance dans le processus. Maintenant, l'élection a donné ses résultats. Il va falloir maintenant que le HTCE confirme tous les espoirs que Robert Doucet et le gouvernement avaient mis dedans. Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on attend maintenant. Il faut dire que c'est l'aboutissement heureux d'un processus qui a tout au début reçu quelques critiques. Beaucoup ne comprenaient pas la manière dont le truc devait fonctionner. Et il y a de cela un mois, nous avions produit un article invitant le ministre Doucet à arrondir les angles afin que le message puisse passer. Je crois que notre message a pu être entendu. Et aujourd'hui, avec le taux de pourcentage de participation que nous avons eu, on remarque qu'il y a eu plus d'adhérents à la dynamique que le ministre a mise en place. Et c'est déjà un bon début. Et le lendemain augure quand même de bonnes choses. Si beaucoup de gens ont déjà accepté de participer pour une première à ces élections, maintenant ce qu'on attend, c'est de voir concrètement ce qui sera fait. Et j'ai la ferme conviction que on ne peut pas faire tout ceci pour faire du folklore. Et nous avons l'assurance que le ministre Doucet, avec son équipe, fera du mieux pour que le HCTE soit vraiment représentatif et puisse porter haut et fort les aspirations de la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que le vote de la diaspora est depuis longtemps réclamé par cette diaspora, et nous espérons que le HCTE va vraiment se pencher sur la question pour que d'ici 2020 quand même, ceux-là qui apportent de leur énergie, de leurs finances aux Togolais puissent quand même voir leur voix être représentée. Merci. Quelque part, on doit offrir une troisième mi-temps méritée à toute la presse. La presse, donc Canal FM, le club La Presse, nous avons relayé l'initiative du gouvernement par le ministère, mais la presse également qui s'est fait l'écho
de toutes les critiques qui émanaient par-ci par-là. Et je suis heureux de quand Jean Legrand disait que on constate aujourd'hui au résultat que le ministre a su intégrer certaines de ces critiques-là qui lui étaient adressées. Le résultat est là. On connaît les délégués. Maintenant, on les verra à l'œuvre pour voir que les fruits soient réellement porteurs de la promesse qu'on avait dans les fleurs. Oui, Magloire? Oui, ça c'est bien vrai ce que nous disons, parce que au début le processus était tant critiqué, mais aujourd'hui on a cru, en tout cas on a vu qu'avec beaucoup de courage, de pédagogie, surtout de la part du ministre, on est quand même arrivé à mettre sur pied, n'est-ce pas, ce haut conseil des Togolais de l'extérieur. Sauf que la nuance qui a relevé, c'est qu'il faut que les uns les autres reconnaissent que ce n'est qu'un début, et que selon les statistiques, il y a plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur. Alors que ce sont des estimations plus ou moins vagues quand même. Mais c'est le ministère même qui donne les chiffres. Ah bien sûr. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près quelques 150 000 Togolais qui ont pu 164 000 et poussières. Voilà, qui se sont inscrits comme électeurs. Inscrits comme électeurs. C'est dit que en face, il y avait 314 candidatures. 314 candidatures pour 164 000 électeurs. C'est beaucoup, mais je dis que le champ est encore vaste et il va falloir que les uns et les autres travaillent à ce que demain on puisse enregistrer encore d'autres qui s'inscrivent dans cette dynamique unitaire-là. Merci. Et que, comme je le disais, voilà, les vainqueurs publient aujourd'hui les chiffres, les statistiques de ces élections. Si quelqu'un veut en avoir le cœur net, acheter voilà les vainqueurs à 250 francs CFA seulement, pratiquement rien, et on découvre tous ces chiffres-là. D'une élection à l'autre, nous passons maintenant au municipal. Nous avons voté par 2 fois pour le choix des conseillers municipaux. La CENI a donné les résultats provisoires que la Cour suprême a confirmé. Et puis on attendait le processus d'installation des conseillers. Ça a commencé cette semaine. Eh bien, après l'élection des conseillers municipaux, nous commençons à avoir des noms et des visages de nos maires. Revue de presse avec Togo Matin qui écrit démarrage de l'élection des maires et de leurs adjoints. Flambeau aussi en parle à la page 5 ans. Flambeau qui écrit je me perds dans mes papiers, non, à la page 3, gestion des affaires de la République, Jean-Pierre Fabre, James Amaglo, Isabelle Ameganvi. Voilà quelques noms et vous écrivez qu'il rentre dans le cercle, Magloire. Oui, il rentre dans le cercle parce que vous savez, pendant longtemps dans ce pays, on a su que, en tout cas, le schéma de la gouvernance au Togo, c'est que il y a une catégorie de personnalités qui sont à part et le plus souvent, ils sont dans l'opposition et d'autres qui, également, selon le cliché, semblent être dans la dynamique du pouvoir ou du parti au pouvoir, sont en tout cas ceux qui incarnent l'autorité qui gouverne. Mais aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, ces élections municipales-là, on a su, ou du moins on constate que à partir de cette élection, certains noms qui incarnent jusqu'alors l'opposition, mais alors traditionnelle et très critique, rentrent dans le cercle des gouvernants de ce pays. Et là, parce que quand vous suivez les discours depuis un moment, on dit les gouvernants font ci, les gouvernants ne font pas ça. Aujourd'hui, ils deviennent aussi des gouvernants. Et donc, nous avons dit dans notre papier que désormais, ils seront jugés comme tels. C'est-à-dire que 6 ans après, ils retourneront devant les électeurs et ils seront jugés tels. C'est-à-dire que si vous avez bien mené votre mandat, c'est que le peuple vous reconduira. Mais si vous n'avez pas bien mené votre mandat, eh bien, la sanction sera directe. Ce que vous écrivez là, c'est effectivement l'expression d'une mentalité. Pendant longtemps, certains se proclament vrais opposants et leur argument, c'est qu'ils n'ont jamais été à l'exécutif de près ou de loin. Et dès que quelqu'un de l'opposition approche un peu le pouvoir, on aimait dire qu'il est allé à la mangeoire.
des partis sont passés par là, la CPP de Edem Kodjo, le PDR de Zarif Ouaïva, même la CDPA, le cas, quand ils sont entrés au gouvernement de transition en 2006, vous savez ce que ça leur a coûté. Et quand l'UFC a signé son accord de gouvernement avec le RPT en 2010, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, nous constatons par les élections d'hier que des sommités de l'ANC aussi et de la C14, de la C14 vont être un peu à la gestion de l'affaire publique. Même si ce n'est pour le moment que les municipalités. Oui, ben la gouvernance c'est avant tout à la base et donc c'est parce que il y a eu longtemps on n'a pas eu ce type d'élection qu'on considère beaucoup plus les élections présidentielles ou législatives comme étant en tout cas les vraies élections, alors qu'en réalité si c'est que la dynamique était en cours depuis longtemps, on aurait pu donner toute la valeur qu'il faut aux élections locales. Maintenant que ça démarre, avec le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, personne ne se souciera de qui sera le chef de l'État, qui sera le président de la République, qui sera le député, mais chacun, là, en tout cas, même les mairies ont beau marcher, mais nous aurons toujours beaucoup d'intérêt pour l'élection du président de la République. Non, je ne le refuse pas, mais vous savez, Sasgaou, ailleurs, quand on parle d'un maire d'une commune, c'est un homme puissant. Et là, c'est-à-dire que quand tu aspires gouverner un pays, on s'expérimente à la base. C'est-à-dire que vous allez à Dakar, c'est pas pour rien que le président sénégalais Macky Sall a été obligé de mettre au Niouf le maire de Dakar avant de... Là, vous mettez un gros pavé dans la main. Mais c'est clair, c'est que les faits sont têtus. Michel est là, il va pas me démentir. Un peu partout, ça se gaou. On a su que les maires, parce que vous avez cette latitude-là, d'aller à la recherche des partenaires, chercher des financements pour développer votre commune. Et c'est de là que vous attirez l'attention beaucoup plus des électeurs sur votre capacité, n'est-ce pas, de gouverner le pays. Et donc, je le dis, 10 ans, 20 ans après, les mentalités vont changer dans ce pays et on se bousculera Retenons beaucoup tout plus simplement que pour les élections. On connaît certains dirigeants qui sont partis des municipalités de leur ville, de leur pays, pour accéder à la présidence. Jacques Chirac, par exemple, Mak Ravalomanana, ou encore Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. Ce sont des exemples. Est-ce que les Jean-Pierre Fabre et James Amaglo feront autant? Nous serons là pour voir. Mais revenons à ces élections encore avec Liberté qui écrit que Jean-Pierre Fabre a arraché la mairie de la commune Golfe 4, dont nous sommes. Donc nous sommes désormais dans la commune dirigée par Jean-Pierre Fabre ici à Hanoukope. Tout comme James Amaglo, lui, prend la tête de Golfe 2. Et comme Togo Matin l'écrit, les 4 communes de la préfecture d'Aguenivé sont soit unies, soit il y a une commune que le nouveau parti là Bâtir a prise aussi. Eh bien, Liberté qui écrit, qui parle de l'insatiabilité du RPT Unir en action, comme pour dire que Elan Mati Chogbe, quand tous les maires seront connus, nous risquons de faire le constat que une grande partie des mairies seront présidées par des élus unis. Bon, c'est le constat qu'on fait. On a constaté déjà que lors des élections locales, les résultats donnent le parti Unir largement en tête des élections. Et ensuite, maintenant, dans le jeu des alliances, en ce qui concerne l'élection des maires, on constate aussi que c'est Unir qui, pour le moment, caracole en tête du vote des maires. Et c'est pas encore fini. On en a des localités, des circonscriptions qui vont connaître l'élection des maires d'ici demain, aujourd'hui et demain. Voilà. Mais pour le moment, c'est ce qui se passe. Et vous voyez que dans certaines circonscriptions, déjà, l'opposition fait des alliances avec le pouvoir pour élire des maires, quitte à s'attribuer le poste de premier adjoint au maire. Et ça va de soi. On est en politique. Même si aujourd'hui, les gens comprennent pas trop pourquoi des partis de l'opposition votaient pour des candidats unis qui veulent être maire et pour qu'à la fin on puisse voter pour afin qu'il soit premier adjoint au maire. Et on est en politique, il y a des choses qui se passent. Et donc en réalité, c'est vrai, Unir aujourd'hui caracole en tête de ces votes là en ce qui concerne les maires. Et je pense qu'il n'y a pas une grande surprise. Hein. C'est le parti qui a remporté le plus de sièges lors des élections locales. Et il va de soi qu'au niveau des mairies, il s'attribue aussi la part du lion dans l'élection du maire. Comme le disait si bien
et l'homme, il y a des jeux d'alliance. La preuve, Golf 4 ici, si Jean-Pierre Fabre a pu être élu, mais c'est que son parti ANC a dû composer avec d'autres partis. Sinon, Jean-Pierre Fabre risquait même d'être dirigé par un maire uni. Jean Legrand. Effectivement, c'est ce qu'on a constaté parce que tous les jeux étaient clairs, parce qu'on savait à peu près le nombre d'élus municipaux qu'il y avait dans le Golf 4 et c'était clair que outre la C14 et certains partis indépendants, Fabre ne pouvait normalement pas avoir la mairie. S'il l'a eu, c'est que forcément il y a eu une alliance vraiment dont on ne pourrait pas aujourd'hui démontrer qu'il y a vraiment un penché du côté de Fabre pour qu'il puisse avoir la mairie. Mais certes, il faut que ça entre dans la mentalité des Togolais. Et dans nos habitudes. Et dans nos habitudes, comme vous êtes en train de le dire, que les gens comprennent qu'en politique, les alliances se font et se défont. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, Bédier qui a aidé au début contre Gbagbo, aujourd'hui revient avec Gbagbo. Vous voyez, c'est un peu de tout ça. Mais ici, dès qu'on s'allie à quelqu'un, on dit non, il est vendu, il est parti à la mangeoire, lui, il faut plus traiter avec lui. Mais c'est les intérêts que les politiciens guident. Aujourd'hui, je peux m'allier avec celui-ci si je peux obtenir quelque chose, sachant bien que dans 5 ans, il me rendra la monnaie. Mais comme le peuple ne veut pas être cultivé et comprendre, naïvement, il croit ce que certains lui disent. Mais aujourd'hui, je crois que les mentalités vont changer parce que le peuple togolais devient mature. Il devient mature, il a démontré lors des législatives de 2018 et il a démontré aussi au niveau des locales. Et ils ont sanctionné ce qu'il faut sanctionner. Ils sont positionnés là où il faut se positionner. Merci, les élections se font et depuis ici, je suis ce qui se fait dans les communes de Vaud, chez moi, à Hauteur là-bas, mais je n'en parle pas encore. Non, mais donne-nous la primeur de l'information. Non, mais je garde ça pour moi. Et je sais que vous aussi, Michel, vous suivez ce qui se fait chez vous dans la commune où se trouve votre canton. Il y a des Baou. Il n'y a pas un canton, il y a des Baou. Il y a le canton de Yadé, il y a le canton de Baou. Ah, c'est 2 cantons ensemble. C'est 2 cantons, voilà. Merci pour la précision. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est que nous sommes heureux avec l'élection des maires, de leurs adjoints, que le processus arrive à terme. Et c'est ce qui guidait les partis politiques au départ. C'est-à-dire que lorsqu'on va à une élection locale, c'est que on veut gérer une commune. Mais unir, c'est l'élève qui a le plus travaillé. Sur 1500 et quelques places, je pense unir près de 1000. Donc aujourd'hui, personne ne lancera une pierre à unir d'avoir pris quelle commune. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous allons regretter avec ce qui se passe, les alliances qui se font avec la prise des maires. Nous allons plutôt expérimenter. Regretter, ce serait péjoratif. Non, nous allons regretter le fait que nous n'avons pas fait les élections locales depuis des années. Ah, oui. Parce que, justement, quelqu'un l'a effleuré tout à l'heure, toutes ces ententes-là, si au départ, les Togolais étaient habitués, nous l'avons relevé ici, nous on continue toujours, que le fait de n'avoir pas les élections, de n'avoir pas inscrit les élections locales comme priorité, je pense que les Togolais, nous ne sommes pas sur une bonne voie. C'est là-bas les gens apprennent à se connaître. C'est là-bas les jeunes se font connaître. Parce que nous sommes dirigés par une classe politique des gens, excusez-moi, des gens d'un certain âge. Quand vous voit jeunes déjà, ils sont vraiment irrités. Mais vous avez fait quoi pour être ici? Vous voyez, c'est la mentalité. Mais on a toujours, malgré le slogan, la jeunesse, non, on a toujours vu que les jeunes sont de tout temps écartés. Michel, à contrario de ce que vous dites là, regardez un peu celui qui nous dirige depuis 14 ans, il est beaucoup plus jeune que vieux. Non, mais bon, nous avons 30 ministres, une trentaine de ministres. Si on les prend, la moyenne d'âge, c'est combien? Oui. La moyenne d'âge. Il faut l'exclure. Lui, il est président de la République. La moyenne d'âge, c'est combien? Je pense qu'avec les élections locales, les gens apprennent à se connaître. Les gens apprennent à travailler à la base. Et les tensions, les animosités que nous observons lorsqu'il faut aller aux élections législatives ou aux élections, à l'élection présidentielle. Ces animosités-là, si vraiment on avait, en tout cas, commencé à pratiquer l'élection depuis la base, le changement de mentalité, que non, l'autre, bon, il n'est pas
foncièrement mauvais. Aujourd'hui, il est contre moi, un adversaire. Demain, on peut travailler ensemble. Je pense que ça devait faire dissiper les tensions que nous avons lorsqu'il faut faire les élections présidentielles, les élections législatives. Donc, nous allons regretter ça. Parce que les alliances ailleurs, UNIR prend mairie avec l'aide de l'UFC, de l'ANC. Alors l'ANC prend la mairie avec l'aide de UNIR. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Et si on pratique, et il y a les jeunes qui sont en train d'émerger avec les élections locales. Et ça permet, dans 5-10 ans, que les jeunes vraiment se fassent sérieusement entendre, parce que nous avons vu jusqu'à présent. Parce que quand on fait le schéma politique, quand on fait la carte politique du Togo, vous voyez les gens, non. Et on a exclu les jeunes à un niveau donné. On pense que vous avez fait quoi pour être ici? Non. Mais alors que à la base, il y a des jeunes valeureux qui sont capables d'apporter leur pierre pour le développement du pays. Merci les maires qui commencent à dévoiler leur nom et leur visage. Je présume que demain, nous en parlerons beaucoup plus abondamment. Mais souffrez, oui, et là? Oui, moi je veux, comme Michel l'a relevé tout à l'heure, le jeu des alliances qui se fait, il y a beaucoup qui ne comprennent pas en réalité ce qui se passe. Pourquoi est-ce que peut-être un parti comme la CDPA ou la C14, qui hier était enfin l'adversaire du pouvoir, aujourd'hui vote pour un candidat du pouvoir à la mairie, quitte à s'attribuer la première, enfin le poste de premier agent au maire. Il y a des débats qui se font depuis quelques heures sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et vous savez, on est en politique. Et quoi qu'on dise, on est tous fils d'un même pays. Et on peut aujourd'hui être des adversaires, hier plutôt être des adversaires, mais demain, comme Jean Legrand l'a dit, devenir de parfaits à ce niveau, alliés. Il est important que les leaders de ces partis qui négocient et qui louent les alliances expliquent à leurs militants comment ils le font. Évidemment, oui, c'est ça. Évidemment, il faut expliquer à vos militants pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mais vous avez fait ce jeu d'alliance, ou bien vous êtes allé faire une alliance avec le candidat du parti au pouvoir pour pouvoir peut-être obtenir le poste de premier agent au maire. Il faut l'expliquer. Ça aussi, il faut l'expliquer. Parce que hier, vous avez dit, on ne veut rien de ce parti, de cette personne, parce qu'il est candidat du parti au pouvoir, parce qu'il est du parti au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes prêt à faire équipe avec cette même personne, parce que vous visez un intérêt, comme Jean Legrand l'a dit. L'intérêt de quoi? Premier poste, deuxième poste, ou troisième poste, ou quatrième agent au maire. Mais il faut maintenant faire de la pédagogie, expliquer aux militants, parce que les militants, ils sont dans le bleu. C'est un peu comme si vous leur avez dit hier, n'allez pas vous faire enregistrer. Le lendemain, vous dites, allons nous faire enregistrer. Mais les gens ne comprennent rien. La preuve de ce que vous dites là, dans la commune Vaux-4, le nouveau maire vient d'être élu, et c'est une alliance UFCK qui a dégagé ce maire-là dans la commune de Vaux-4. Eh bien, messieurs les leaders, ayez la pédagogie d'expliquer à l'opinion, à commencer par vos militants et sympathisants, le pourquoi et le comment de vos alliances, pour que vous ne soyez pas taxés de ce que je ne veux pas prononcer. Et sans transition, nous passons à la présidentielle 2020 qui revient abondamment dans les journaux depuis quelques jours. La preuve aujourd'hui, chronique de la semaine qui écrit présidentielle 2020. Les divisions de l'opposition refont surface. Plusieurs candidatures annoncées pendant que Maître Agboibo et Professeur Oulou se disent hostiles à une candidature unique de l'opposition. Et depuis hier, nous connaissons un nouveau candidat déclaré à la présidentielle. Michel vous en parlait. Il s'agit du sieur Ekwe Gamesou-Poda qui se place déjà dans les starting blocks de la présidentielle 2020. Ah oui, il était devant la presse mardi où il a avancé ses bonnes intentions pour le Togo, ses projets pour changer le Togo. On l'a écouté avec tout ce qu'il sait faire comme en tant qu'ancien membre, en tout cas ancien fonctionnaire du FMI. Pour lui, il constitue une alternative. Il dit constituer. Oui, lui, il dit qu'il dit être une alternative pour, en tout cas, l'élection présidentielle de 2020. Pour le moment, il
il n'a pas dévoilé sa stratégie de conquête de l'électorat. Espérons que les mois, les semaines et les mois à venir, puisque ici la présidentielle de 2020, c'est quelques mois. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certains de l'opposition qui hésitent encore, qui sont en train de se donner des coups de poing, lui, il a manifesté son désir d'aller conquérir le fauteuil présidentiel pour le peuple togolais, comme lui-même le dit. Nous allons voir de quoi il est capable, parce que le Togo, c'est vrai, c'est un petit rectangle, mais il faut quand même avoir cette latitude de ratisser, parce que généralement il y a des gens, quand il appelle à une réunion dans son quartier, il voit les gens devant lui, il dit qu'il est déjà président, alors que le Togo c'est jusqu'à 5 à 6. Donc aujourd'hui on va voir si il est en mesure de mobiliser sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que nous allons voir. Jean-Laurent Polony, votre journal aussi en parle. Vous parlez de lui. Kwega Msukoda, nouveau candidat déclaré. Oui, bien entendu, ça. Dans sa candidature nous a un peu intrigué aussi, parce que plusieurs appellent déjà à l'union de l'opposition, mais bon, il s'est un peu démarqué, et beaucoup, pour ne pas dire certains, voient en lui le candidat dont le Parti Santé du Peuple parlait. Il voulait un candidat de la société civile. Beaucoup voient en lui ce personnage qui pourrait vraiment être le Messie. Mais bon, nous sommes encore un peu dubitatifs. Nous ne savons pas vraiment quel est le charisme et la capacité de mobiliser de la personne, comme Michel l'a dit tout à l'heure. Nous savons qu'il est un ancien du FMI, un intello parfait, comme beaucoup aujourd'hui sur la classe politique togolaise, mais concrètement sur le terrain. Mais à ce niveau-là, il faut rappeler que ce n'est pas toujours les gros intellectuels qui font les meilleurs politiciens. Évidemment, c'est pour ça que je dis, il est un intello comme beaucoup d'autres, mais sur le terrain, nous aurons le temps de l'apprécier, de voir ce dont il est capable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup rêvent, c'est vrai, mais c'est aussi permis de prendre son rêve pour réalité. Nous espérons que le rêve qu'il fait d'être président, il pourra le concrétiser. Encore faut-il qu'il fasse les preuves. À 8 mois, je vais dire 8 mois des élections déjà, il est un peu inconnu du public togolais, mais est-ce que ce laps de temps lui permettra de ratisser l'âge, d'aller jusqu'à 5KC, Djankase, que tout le monde puisse le connaître et porter leur voix sur lui? L'avenir nous en dira plus. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les Anglais disent. Oui, ainsi, mais d'ici là, Magloire, votre journal se demande si le sieur Poda peut être un pion rassembleur. Oui, c'est la question que nous également nous posons au niveau de notre rédaction, parce que vous savez, tout Togolais a droit de rêver à être président de la République. Moi, je n'ai pas à m'intriguer de sa candidature, parce que je me dis, il n'y a pas une école spécifique qui forme un président de la République. Et donc, c'est une question de vision. Et le monsieur a nourri sa vision et l'a concrétisé. Mais on a su en réalité que, comme on le dit très souvent, la nature a horreur du vide. Et pendant ce temps où les opposants traditionnels que nous connaissons ne s'entendent pas sur la démarche à adopter, on en était là à parler de la candidature unique ou non. Maître Agboibo est arrivé avec son slogan de déverrouillage des institutions de la République. Mais l'autre universitaire, professeur Oulu, a également donné sa pensée. On a su que les politiciens, en réalité, à 8 mois, à moins de 8 mois. À moins de 8 mois, n'ont pas encore une vision claire de la stratégie à adopter. Et comme la nature a horreur du vide, le monsieur a décidé. Lui se positionne. Il se positionne. Eh bien, on verra bien ce que ça va donner. Et aujourd'hui, vous allez voir, il a fait une analyse. En tout cas, il a diagnostiqué la situation. Et il a dit que la lutte politique au niveau du Togo, ça se résume beaucoup plus à la bipolarisation, n'est-ce pas, de la vie politique. Et depuis ce temps, c'est deux camps qui s'affrontent et il n'y a même pas d'issue jusqu'alors. Aujourd'hui, il se dit que l'autre alternative qu'il entend incarner est que peut-être que la libération du Togo peut venir de ceux-là
qui n'ont jamais eu à s'impliquer dans cette zizanie-là de qui est au pouvoir, qui est de l'opposition. Et justement, comme le président, en tout cas le président du Santé du Peuple l'a dit, l'opposition gagnerait peut-être mieux en misant sur quelqu'un qui sortirait peut-être de nulle part, mais qui verra s'aligner derrière lui toute l'opposition, si tant est que la vision est que on met de côté Faure Gnassingbé. Warum nicht, comme diraient nos amis allemands. Mais avant Ekwe Gamesoupoda, il y a également Jerry Tama qui s'est annoncé, investi par son parti. Eh bien, le journal Perroquet s'intéresse aux deux et écrit Jerry Tama et Pierre Ekwe Gamesoupoda, ou le début du ballet politique des amuseurs de la galerie. Bon, vous savez, personnellement, par rapport à cette candidature de Monsieur Ekwe Poda, on a l'impression que les années passent et se ressemblent au Togo en ce qui concerne l'histoire politique. J'ai une fois à dire ici que nous sommes le reflet, sinon le fruit de notre histoire politique depuis l'indépendance le 27 avril 1960. Et à ce jour, on constate que à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on a des gens qui se positionnent et à la fin qui disent la même chose. Hein. Quand vous prenez les discours, c'est presque la même chose. C'est juste des mots qui sont juste changés. Ça, on dit, bon, la bipolarisation de la lutte. Moi, j'ai entendu ça en 2015, par exemple, d'un candidat qui dit, il y a bipolarisation de la lutte. On va faire ci pour la jeunesse. On va faire ça pour les vieux, les retraités. On va faire ceci pour améliorer les conditions de vie. Mais il y a un problème fondamental. Aujourd'hui, on constate que ceux qui sont candidats à une élection présidentielle pensent que le Togo s'arrête à Lomé ou à la région maritime. Certains. Beaucoup. Je suis désolé de le dire, beaucoup. Quand vous allez à Dapaon, posez la question à quelqu'un de savoir quels sont les candidats que lui connaît à une élection présidentielle. Vous serez surpris. Mais peut-être qu'on va vous donner le nom du président actuel. Mais si vous dites qui sont les politiciens qu'il connaît, peut-être qu'il va vous citer... bon, il sait que Aimé Goguet a dit, parce que c'est un parti qui est resté un parti depuis 25 ans et qui est bien implanté dans la région des Savanes. C'est peut-être la deuxième force politique qu'on va vous citer. À part ça, on peut vous citer l'UFC, l'ANC. Mais le reste, les gens ne les connaissent pas. Mais c'est à Lomé que les gens font tout ce tintamarre. Je suis désolé. Mais la présidentielle, c'est tout le Togo. Ce n'est pas Lomé, ce n'est pas la région maritime. Les gens ne font pas des tournées nationales pour expliquer aux populations. Mais qu'on est candidat, qu'est-ce qu'on leur apporte de nouveau? Mais quand vous voulez être candidat, président de la République, vous voulez être candidat, il faut ratisser large. Mais le Togo ne s'arrête pas à Lomé ou à la région maritime. Gageons que les candidats déclarés ou à venir retiendront la leçon. Eh bien, avec tous ces candidats qui s'annoncent dans l'opposition, le Perroquet s'intéresse aussi au pouvoir. Le Perroquet qui écrit présentiel 2020 au Togo, plus de soucis à se faire. Le parti uni a aussi son otage Faure et Sosimna Gnassingbé. Mais Michel, vous aussi vous intéressez au même Faure Gnassingbé, mais sous un autre angle. Vous écrivez l'opposition togolaise invisible à quelques mois de la présidentielle, et pour vous, Faure Gnassingbé se révèle plus fort que jamais. Ah oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Même la revendeuse de David Dada Lotto le sait, que depuis les législatives où l'opposition traditionnelle, en tout cas, s'est absentée, si je peux le dire ainsi, et tout le monde ne voyait pas dans quelle mesure l'opposition pouvait s'organiser pour affronter le candidat de UNIR en 2020. Et avec les locales encore, je pense que UNIR a encore asséné un coup de massue à l'opposition. Sur 1500 et quelques, UNIR a près de 1000 sièges. Et les mairies, UNIR naturellement va en avoir la part belle parce que c'est l'élève de la classe qui a plus travaillé. Et donc, quand vous voyez ce schéma, les législatives et les locales, vous comprenez que à quelques mois seulement, et quand l'opposition commence à diverger sur beaucoup de points, on se rend compte que si c'est Faure Gnassingbé qui est, comme certains de ses lieutenants le disent, qui est candidat pour défendre les couleurs du parti UNIR en 2020, alors là, je pense que c'est haut les mains. Merci. Alors, dans ce jeu-là, face, et comme l'écrit Togo Matin, présidentielle 2020, débat sur la candidature unique de l'opposition. Face à l'indécision des leaders politiques,
des religieux descendent dans l'arène. Et ces leaders-là ont été conduits hier par Monseigneur Kodjoro, qui a fait une conférence de presse, et il a dit, Jobé, vous lui consacrez votre manchette quand vous écrivez encore Monseigneur Kodjoro. Oui, encore et toujours, parce que vous savez, c'est la énième sortie médiatique du prélat depuis 2017. Et on a constaté que le prélat, à chaque fois, essaie de rencontrer la presse pour porter un certain nombre d'informations sur sa lecture de l'actualité sociopolitique togolaise. Et donc hier, il a de nouveau fait, et en parlant beaucoup plus de cette prière, ou cette séance de prière commune, organisée ensemble avec les imams, les pasteurs, les évêques d'autres églises, pour pouvoir, chaque vendredi, à 13h, entre 5 et 30 minutes, pour pouvoir prier pour l'opposition afin d'avoir une candidature unique face au candidat du pouvoir. Et ça, c'est l'avis d'un prélat, d'un évêque. Et bon, espérons que cette prière puisse aller ou atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Mais moi, personnellement, comme je l'ai toujours dit ici, je l'ai dit la semaine dernière sur ce même plateau, cette union de l'opposition qu'on nous vend chaque 5 ans ou chaque quinquennat ici, je pense quand même qu'il faut que l'opposition trouve une autre formule. Parce que les gens ne peuvent pas tout le temps tromper un peuple en disant union de l'opposition, et se retrouver finalement à dire que non, on nous a volé, on nous a triché, et donc sortez dans la rue et puis marchez, manifester, on va prendre le pouvoir. Il faut véritablement qu'on puisse sortir de cela. Maintenant, à part ça, oui, il a parlé aussi de la candidature du président Faure, qu'il a invité à ne pas se présenter à la présidentielle de 2020 et pour un 4e mandat. Et donc voilà les messages forts qu'il a délivrés hier lors de sa rencontre avec la presse. Eh bien, pour l'essentiel, Kodjoro qui a dit hier souhaiter que Faure Gnassingbé sorte par la grande porte et ne se présente pas, ou ne se représente plus en 2020. Dans le même temps, il dit souhaiter vivement que l'opposition puisse présenter un candidat unique, et il veut s'associer à des leaders pour prier, pour que le Saint-Esprit inspire les uns les autres, qu'il en soit ainsi. Liberté aussi qui en parle, qui écrit, Monseigneur Kodjoro invite Faure Gnassingbé à sortir par une porte honorable. Kodjoro qui appelle les Togolais à prier pour une alternance pacifique. Et pour ce qui est des prières, forum qui ironise un peu, présidentielle 2020, union de l'opposition, jeûne et prière, l'arme fatale de Kodjoro et ses pasteurs et imams. Voilà Jean Le Grand Polorini, la sortie de Kodjoro hier, avec ce qu'il dit, déconseillé à Faure Gnassingbé, mais ce qu'il dit, recommandé vivement dans les rangs de l'opposition. J'ai appris comme vous les propos de Monseigneur Kodjoro. C'est son point de vue, je le dis tel quel, et humblement, personnellement, je ne crois pas que c'est aux hommes d'église de faire une conférence pour prier pour l'union de l'opposition. Les hommes d'église sont là pour édifier le peuple sur la voie adoptée, mais pas pour choisir, imposer un vote aux populations, bien leur dire voter X, Y. Il ne faut pas que les gens fassent amalgame. Je crois que c'est pour cette raison que la conférence des évêques s'est désolidarisée de Monseigneur Kodjoro. Elle a eu à dire en temps que ces actes n'engagent que lui. La conférence des évêques du Togo avait écrit dernièrement que cette dernière prise d'opposition ne concerne ou bien n'engage que Monseigneur Kodjoro. Effectivement, parce que je veux pas qu'on fasse un amalgame. Un homme d'église a peut-être le droit de se prononcer sur une situation dans son pays. Mais on ne peut pas directement choisir un candidat, dire non, nous nous assemblons pour prier, pour que l'opposition s'unisse contre le candidat au pouvoir. Donc ça veut dire que directement, les hommes d'église ont fait leur choix. Et le pouvoir est l'ennemi à abattre. Vous pensez que dans un pays, on peut évoluer comme ça? Je suis désolé. On ne peut pas évoluer comme ça. Il est un homme d'église. Et les autres hommes d'église qui sont avec lui devraient normalement, si vous pensez que celui qui a au pouvoir fait mal, prier pour qu'il fasse bien. Mais laissez au peuple le choix de choisir celui qui veut diriger. On peut quand même donner des observations, mais pas dire non, nous nous rangeons. Donc ça veut dire que pour 2020, Monseigneur Kodjoro et puis les hommes d'église ou les musulmans, on a dit qu'il y a aussi
des imams qui étaient avec lui ont fait leur choix. Faure Gnassingbé ne doit pas passer, c'est l'opposition qui doit passer. Et vous dites que vous êtes sous la tutelle de ce chef d'État. Et vous pensez que ça sera facile pour vous de travailler dans ce pays. Je suis désolé. La Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Et même quand Jésus-Christ était sur terre, le peuple juif était opprimé par les Romains. Mais Jésus-Christ n'a jamais demandé aux Juifs, non, prier pour que tel arrive. Mais il a indiqué la voie à suivre pour que les Juifs puissent quand même vivre heureux. Mais il n'a pas demandé que certains fassent le choix. Dit, ne pas faire l'amalgame entre la religion et la politique d'État. Michel? Non, je pense que c'est l'homme qui, par son titre, fait ressortir le vrai visage de la personnalité. Encore, Monseigneur Podro, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, je suis heureux que la conférence des évêques s'est désolidarisée de lui, parce que les actes qu'il a commencé à poser, pour ceux qui l'ont vu depuis les années 90 avec la conférence nationale, ils ne sont pas surpris. Parce que si les Togolais ont eu à se chamailler jusqu'à ce jour, je pense que Monseigneur Kodjo n'est pas très loin. Il fait partie de ceux-là qui ont créé le désordre, qui ont contribué à créer le désordre, la pagaille dans ce pays. Avec son attitude, quand vous prenez le Béninois, j'oublie son nom, je pense que c'est Bertin, Isidore de Souza, qui a vraiment pesé de tout son poids pour faire amener Mathieu Kérékou même dans la salle de l'époque, pour qu'il parle, pour qu'il dise sa part de vérité au peuple béninois. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez vu ce que le Monseigneur congolais Laurent Monsengo a fait, malgré vraiment entre Mobutu et Tshisekedi, il a pesé. Voilà des hommes, parce que un homme de Dieu, je pense que il est là pour éliminer tout le monde, pas pour éliminer un seul camp, un camp. Merci. Il va être midi, nous allons ouvrir. Si tu m'as donné le micro, c'est pour me prononcer. Il a dit que Faure Gnassingbé ne doit pas être... doit se représenter en 2020. Mais on n'est pas surpris, puisqu'il avait dit ça un peu en marge des manifestations du 9 août, il avait dit ça. Et je me rappelle aussi avec Gilles Christ Olympio, lui aussi il avait dit ça. Mais ça ne nous surprend pas, puisque vous savez, dans les années 90, il avait fortement milité pour que Yadema ne puisse pas être candidat en 1994, en 1993. Donc ça ne nous surprend pas. Il avait combattu le papa, il combat le fils. Mais fondamentalement, quand il dit que l'opposition doit s'unir, je pense que c'est vraiment le comble, ça. Ça, c'est les propos de trop. Parce qu'aujourd'hui, le jeudi passé, c'est devant ce même micro, j'ai dit que ceux qui parlent de l'union de l'opposition au Togo, c'est des amuseurs de galerie. Parce que depuis les présidentielles que nous avons connues dans ce pays, où on a à un moment donné appelé à l'union de l'opposition, et ce que nous avons vu jusqu'à ce jour, surtout avec le vote des réformes politiques, le jeu politique est ouvert. Merci Michel, souffrez que je vous arrête dans votre élan parce que nous avons un impératif de temps. Nous allons nous ouvrir sur les auditrices, auditeurs très bientôt. Mais juste ces articles pour nous rappeler à nous les enseignants, à nous les parents et les élèves que la rentrée des classes, c'est le lundi prochain, le 16 septembre. Ceux des parents qui n'ont pas encore réinscrit leur enfant, qui n'ont pas encore commencé à acheter les fournitures, c'est le dernier moment, d'autant plus que, et comme le rappelle aujourd'hui, chronique de la semaine, pour la rentrée scolaire du 16 septembre, le gouvernement rassure le corps enseignant. Il y a cette séance de travail que le Premier ministre a présidée le mardi dernier avec les syndicats et les diverses associations. Et hier, un atelier s'est ouvert à Palimé pour permettre aux différents partenaires d'harmoniser leur violon. C'est des signes quand même positifs. Mais qui dit école dit enseignant, pas seulement du public, il y a également ceux du privé. Et voilà le vainqueur revient avec cette dernière sortie de la Caisse nationale de sécurité sociale. Michel, vous rappelez que la Caisse dirigée par Dame Ingrid Awadé met en garde les fondateurs d'établissements privés. Il faut que les écoles privées aussi fassent des sorts positifs à leurs enseignants, notamment déclarant leur personnel
à la caisse de sécurité sociale. En tout cas, c'est ce que l'institution a fait comprendre à la presse la dernière fois, parce que la Caisse nationale de sécurité sociale a constaté que beaucoup de fondateurs d'établissements, en tout cas privés, ne veulent pas aider. C'est pas ne veulent pas, ils ne font pas. Ne veulent pas aider leur personnel enseignant en les déclarant à la caisse pour qu'ils soient protégés d'une manière globale. Et donc, c'est sur ce constat que la caisse a voulu sonner la sonnette, attirer l'attention, donc mettre en garde. S'ils ne le font pas, la caisse s'emploiera par des moyens légaux à le rappeler. Oui, et la caisse a les moyens pour les... Merci. Les enfants vont aller à l'école le lundi prochain, mais il y en a d'autres. Ils ne pourront pas aller à l'école. Ce sont les enfants qui n'ont pas de toit, peut-être orphelins ou bien abandonnés, les enfants de la rue. Merci à Canal D de leur faire un clin d'œil. Jean Le Grand Polorini, vous faites zoom sur les enfants de la rue, vous parlez de leur quotidien qui est fait de pauvreté extrême, de manque d'infrastructures, de violences mortelles. Voilà le triste sort qui est fait aux enfants de la rue. Tout à fait ça. J'ai aimé ton introduction. Tu as dit, pendant que d'autres se préparent pour la rentrée scolaire, d'autres auront un toit, mais il y a des oubliés de la société dont personne ne fait cas. Et le nombre est sans cesse en croissance. C'est ce qui nous a interpellés à produire cet article. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez que les centres d'accueil de ces jeunes-là sont en dépassement. Et on a beaucoup d'enfants de rue. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous arrêtez au feu rouge, il y a des petits qui vous approchent, ils nettoient vos pare-brises, ils veulent juste quelque chose pour se défendre. Parce qu'à la maison, c'est compliqué. La pauvreté augmente et les parents demandent aux enfants de sortir, d'aller se débrouiller pour amener quelque chose à la maison. Et lorsque ces enfants sortent, ils commencent par prendre goût à cette petite vie-là. Au point où, maintenant, ils se rebellent contre l'autorité parentale et ont élu domicile dans la rue. Et au fur et à mesure que le temps passe, actuellement, selon les statistiques, nous avons entre 5 000 et 7 000 enfants de rue dans des foyers comme Kodome, Adjamé, Orlando, La Frontière, Togo-Ghana, et ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Sur la dizaine, je dis plus de 10 ONG, d'associations qui se battent, ils disent qu'ils aident ces enfants démunis. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le nombre de ces enfants est en train d'augmenter. Aujourd'hui, vous voyez ces enfants, vous les négligez. Vous ne savez pas si c'est ce jeune dans la rue qui est abandonné, dont la situation ne met personne, qui sera demain le braqueur qui va venir braquer votre maison. Merci. Le quotidien des enfants de rue au Togo, pauvreté extrême, manque d'infrastructures, violence mortelle. On peut ajouter nous-mêmes le mépris avec lequel nous les accueillons quand ils nous approchent dans la rue, alors que ces enfants de la rue pourraient se révéler les microbes de demain, les braqueurs de demain. Attention, chacun doit pouvoir se regarder dans le miroir de sa conscience. Il est midi dépassé, nous allons souffler un peu, puis nous ouvrons sur les auditrices auditeurs. 93.5 Canal FM. Pour leur répondre, c'est dire que sur le numéro 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68, la parole est à vous sur le marché international de l'artisanat au Togo ou les autres sujets qui ont meublé le club de la presse de ce jour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur, oui, c'est monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo. Je voudrais parler sur le nouveau candidat déclaré, monsieur Kouda. Oui. Et je pense, à mon avis, que sa candidature, c'est le plan B du PNP. Pardon, le plan B2 du parti PNP. Uh-huh. L'autre fois, le 19 août, ils ont fait un plan A sans un plan B. Maintenant, leur plan A, c'est d'empêcher M. Faure de briguer son 4e mandat. Mm-hmm. Mais si la mayonnaise ne prenne pas, est-ce qu'ils vont rester les bras croisés comme le 20 et le 30 juin passé
Je ne pense pas. Donc c'est pourquoi je dis que la candidature de M. Godard, à mon avis, c'est le plan B du PNP. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Quelqu'un pourrait confirmer ça? Ou bien plutôt priorité à l'auditeur en ligne. Bonjour. Alors bonjour, comment allez-vous? C'est M. Georges. Georges, vous êtes le bienvenu. Lors de l'élection présidentielle aux États-Unis, les prêtres prennent position, les évangéliques prennent position. Et un des plus grands politiciens de ce monde, c'est le pape. Donc, M. Kodjo est libre de dire ce qu'il veut. On se souvient, en RDC, Laurent Moussengo, il a prononcé une phrase, que les nuls dégagent. Il a fait une cause. Sa cause, c'était la démocratie. Kabila n'est plus au pouvoir. Merci. Merci. Donc, l'ami Georges qui comprend que Monseigneur Kodjo prenne publiquement position pour les uns et contre les autres. Magloire? Oui, franchement, moi je dis Kodjo, au-delà de tout, c'est un Togolais, il a le droit de s'exprimer. Ce que l'on oublie, c'est que le révérend pasteur William Tété a également appelé tout récemment à ce qu'on vote les candidats du Parti uni aux élections communales. Personne n'a rien dit. Et parce que c'est quoi, tout le monde crie. Je dis non, c'est un humain. Merci. En plus, il a demandé à avoir le chef de l'État à plus de 3 reprises. Et on ne le reçoit pas. Comprenez qu'il se sent peut-être frustré aussi. Merci beaucoup. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur. Comme la vie d'avait dit. Comme la vie d'avait dit. Ouais, je vais parler à propos de la sortie de M. Kodjo. Oui. Kodjo, c'est un bon père de famille. Si dans une famille, s'il y a un comportement qui est en déphasage avec l'éducation que les parents donnent, ce parent a l'obligation de sortir pour mettre de l'ordre. Et quand il réunit les opposants, de tout faire pour avoir un candidat unique, c'est une bonne chose. Et si il dit à M. Faure Gnassingbé de ne pas se présenter, je vois que c'est M. Kodjo plutôt qui aime le président. Certains journalistes qui se fient contre Kodjo, c'est eux plutôt qui est en train de saper sa politique. Merci beaucoup. Voilà, liberté d'opinion, liberté d'expression. Michel Tchadja. Mais ce que l'auditeur a oublié, c'est que, vous savez, quand vous êtes un bon père de famille, même si vous constatez un manquement de la part d'un enfant, il y a une manière de le reprocher. Vous ne pouvez pas le monter contre les autres enfants, ou bien vous ne pouvez pas monter les autres enfants contre lui, parce que justement, il ne se comporte. Monsieur, Monseigneur Kodjo, le problème, c'est que ceux qui ne l'ont pas connu en 91 au cours de la conférence, c'est eux qui pensent que c'est un bon père de famille. Qu'il fasse la demande 3 fois, on le reçoit. Est-ce que vous savez combien de personnes font la demande pour que le chef de l'État les reçoive et qu'il ne les reçoive pas? Ce n'est pas parce que c'est Monseigneur Kodjo qu'on n'a pas reçu, donc c'est fini. Et il a le droit de monter, de dire que Ford ne doit pas être candidat. Merci Michel. Mon confrère, mais Michel, à ce niveau, la priorité c'est aux éditeurs. Souffrez ce que je vous arrête. Oui, l'auditeur en ligne, bonjour. Alors bonjour, ça. Oui. C'est Patrick. Patrick. Oui, vous êtes le bienvenu. Merci. Je voudrais intervenir par rapport à 2 points. Oui. L'affaire de Monseigneur Kodjo. Et puis la CNSS. Oui. Bon, s'agissant de Monseigneur. Vous êtes là, Patrick? Les aléas de la technique. Je disais que. Il y a quelqu'un qui disait que la nature a horreur du vide. Quand William Tété disait de voter uni, il n'a pas demandé à l'opposition de ne pas être déposer leur candidat. Merci, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça, c'est monsieur Maké depuis Amadahome. Oui, vous êtes en ligne. Oui, je pense que, eu égard à tout ce que nous avions vécu au Togo depuis 90 jusqu'à présent, l'alternance est indispensable pour les Togolais. Mais faut-il que les règles du jeu soient claires? C'est pas que nous nous soulevons contre Faure ou bien contre son père qui est décédé. Il a maintenu sa position jusqu'à ce que seule la mort l'a ôté là-bas. Faut-il laisser aussi encore son fils dans cet état? Et surtout, le compte des choses, c'est que ça ne va pas dans le pays. Nous souffrons, vous les journalistes, et nous qui sommes de Togolais lambda, nous souffrons dans le pays. L'alternance n'est dirigée contre personne. Mais ça amène le développement. Ils sont là, ils sont fatigués. Ils sont au bout de leur souffle. Mais laissez quelqu'un d'autre aussi venir.
Donc, si Kodjo intervient d'une manière ou d'une autre, comme Michel Tchadja le dit là-bas, depuis 91, nous aussi on a vécu ça. Mais c'est le même régime, mon frère. Nous sommes fatigués. Merci. Prenons tous l'alternance. Vous allez manger, nous allons manger. Regardez comment les richesses du pays sont dirigées. Bon appétit par anticipation. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Fass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Richard depuis le Danemark. Ah, notre ami du Danemark. Nous vous écoutons. Bonsoir, bonsoir le plateau. Oui. Merci pour la précision de Michel Tchadja de préciser qu'à Yad-Bohou, il y a le canton de Yad. Et le canton de Bohou. Merci. Oui, je suis un fils de Yad aussi. Donc, je voulais préciser par rapport à Monseigneur Kodjo. Je voulais savoir, nous qui sommes catholiques et puis nous sommes des partisans du livre, ça veut dire que nous sommes écartés des prières ou quoi? Parce qu'au sein dans la religion catholique, il existe les partisans de ANC, IFC, UNIR et autres. Mais en sortant un haut gradé de la religion catholique, tenir ce genre de propos, ça ne manque pas. Je ne sais pas quelle situation, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement fait pour qu'on lui donne une retraite. Parce que c'est pas si généreux. Eux sont ceux qui ont le problème qui se passe aujourd'hui. C'est un membre de la conférence nationale, le chef de la conférence nationale souveraine qui a été passé au Togo. Mais qui doit arrêter d'amuser la galerie des Togolais? Merci Richard. Merci. Juste rappeler que Kodjo n'est pas contre tous les candidats, tous les membres du UNI. Seulement, il dit souhaiter que Faure Gnassingbé nommément ne se représente pas. Sinon, il n'est pas contre tous les militants du UNI. Apparence, on dirait qu'il est contre l'UNI. Parce qu'il est sorti dans des propos disant que le parti UNI boit le sang humain, qui sont des païens, des sorciers autres. C'est pas honorable à un religieux de Dieu. Merci. Bonjour à tous nos amis qui résident à Copenhague, un peu partout au Danemark. Le suivant déjà en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est Nestor de Kelegouga. Nestor de Kelegouga. Nous vous écoutons. J'aimerais intervenir sur deux points. Oui. Premièrement, par rapport à Monseigneur Kodjo. Et sur un deuxième point, par rapport à l'intervention de M. Michel Tchadja sur le fait qu'ils disent que par rapport aux alliances, les gens auront des regrets. Je pense que je vais commencer par là. Je suis tout à fait d'accord avec M. Michel Tchadja. Parce que si vous remarquez un peu, vous avez donné un exemple, par exemple, au niveau de, comment l'appelle-t-on là, la commune de Vaud, l'alliance entre le CAR et l'UFC. Moi, cette alliance me fait peur, je vous assure. Cette alliance me fait peur. Du moment où nous connaissons déjà le clivage politique de ces deux partis politiques. Et aujourd'hui, on nous dit que dans cette commune, il y a une alliance où ou peut-être ces alliances sont le début du changement de mentalité et de comportement. Je ne pense pas. Monsieur Michel Tchadja l'a dit, je ne pense pas. Lui, il l'a dit d'une manière sage, mais moi, je vais le dire d'une manière vulgaire. Les gens vont se bagarrer. Maintenant, par rapport à monsieur et à l'intervention de Monseigneur Kodjo, monsieur Sass, s'il vous plaît, nous sommes à l'approche d'une séance électorale. Et Monseigneur Kodjo ne demande pas au président Faure de quitter le pouvoir au cours de son mandat. Il demande au président Faure, qui a fait plusieurs années déjà au pouvoir, de ne plus se représenter pour le bien du peuple togolais. Jusque-là, il n'a pas encore tort. Il est un citoyen togolais. Maintenant, on demande, quand les gens disent qu'il est un haut gradé de l'église catholique et qu'il ne devait pas se prononcer. Après tout, il est un citoyen. Et on les écarte des votes, on les permet d'aller aux urnes et de choisir leur candidat. Mais pourquoi
on ne les interdit pas de ne pas aller voter parce qu'ils sont un prélat et qu'ils doivent être neutres. Mais dans les urnes, on leur demande de choisir un candidat. Votre voix commence à se robotiser, mais je pense que vous avez dit l'essentiel. Merci. Souffrez qu'on laisse la place à ceux qui sont déjà en ligne. Bonjour. Alors bonjour, ça c'est tous les invités. Oui. Et c'est pour participer à votre émission. Oui, vous êtes en direct. Voilà, et mon nom c'est Augustin, j'appelle de Kakaveli. Et mon intervention c'est suite de notre grand-papa, Monseigneur Podro, ne dit que tout haut ce que tous les Togolais disent tout bas. J'allais citer le Vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui. Monseigneur Desmond Tutu a dit, en temps de crise ou en temps d'oppression, celui qui est neutre est pour un camp, soit l'oppresseur ou bien le maître. En deux, j'allais demander humblement aux autres intervenants de pouvoir laisser les auditeurs prendre la parole quand vous ouvrez l'antenne aux auditeurs. Merci, du courage, vous faites du bon travail, que Dieu vous bénisse. Merci, c'est ensemble que nous faisons ce qui commence à être devenu de plus en plus bon. Le suivant déjà, bonjour. Alors c'est Georges, je suis revenu. Ah, bon retour. C'est juste pour ajouter que Monseigneur Kodjo ne demande pas aux gens de prendre les armes. Et puis dire qu'il doit prendre sa retraite là, d'où il sort. Non, il est déjà en retraite. Il est déjà en retraite. Oui, alors pourquoi on lui demande d'être en retraite encore? Et puis, s'il demande aux gens d'aller prier, vous êtes catholique. Si vous êtes pour unir, vous n'êtes pas obligé de prier. Restez chez vous, priez pour unir. Donc, laissons les jeux se faire de façon démocratique. C'est tout ce qu'on veut. Une élection propre. Kodjo, je suis d'accord avec Michel. Il a essayé de parler aux gens dans l'ombre. Mais ça n'a pas marché. Les gens souffrent aujourd'hui. C'est un père de famille. Il voit la souffrance qui est dans les églises. Chez les imams, c'est aussi la même chose. Donc, on veut juste avoir un jeu transparent dans ce pays. Merci. Merci. Encore une fois, Kodjo dit souhaiter que Faure Gnassingbé ne se représente plus en 2020. Et puis, il dit souhaiter quand même que l'opposition aille en rangs unis à l'élection présidentielle 2020. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour, ça. Oui. C'est M. Kolani depuis Agoué. Les manets. Pascal Tamba. Oui, d'abord, j'ai voulu quand même voir si vous êtes au courant ou bien vous avez les résultats ou la Cour constitutionnelle, la Cour suprême qui a proclamé les élections et qui a invalidé 2 circonscriptions et on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez les informations. J'avoue, non. Alors il faut qu'on cherche ça parce que c'est important pour le futur. Pourquoi il faut éliminer et pourquoi il y a eu... Bon, nous allons... À ma connaissance, je ne sais pas que la Cour suprême a invalidé quelques communes, mais nous allons chercher quand même. Non. Dans Zio et puis dans Badou, là, quand les premières élections, là. Oui. Vous ne vous rappelez pas? Et je pense que les élections ont été reprises aussi bien dans Zion 4 que... Oui. Pourquoi on a repris? Parce que on avait déjà voté, après on a repris, on avait invalidé et puis on a repris. Donc, mon problème, c'est au niveau de Monseigneur. S'il vous plaît, vous savez, Monseigneur, il ne faut pas couper parce qu'il est pour telle personne, bien telle personne. Il a fait le bilan. Il a fait le bilan, comment est-ce que les Togolais disent qu'on sort. Et il a bien dit, il n'est pas contre UNI. UNI peut choisir une autre personne. L'opposition, il demande à l'opposition un candidat unique. Et que les élections se passent, c'est tous des Togolais. Mais c'est son avis. Il y a le pasteur Dokomi qui est un chrétien qui parle aussi comme il veut pour la politique. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Il a fait un bilan, il faut bien voir ce qu'il a dit dans la conférence de presse. Il a fait un bilan. Est-ce que nous tous, on sait bien, le constat qu'il a fait là, c'est vrai ou faux? Est-ce que nous le vivons? Si nous le vivons, il implore au chef de l'État. Il a fait 3 mandats bientôt. Quel résultat nous est donné concrètement? Est-ce qu'on est parti loin? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'il y a l'unité? Il y a la stabilité? Tout le monde a qu'à se poser des questions. Merci. Je vous en prie. Merci pour vos contributions. Rapidement, Elom. Dans votre parution, vous reprenez le tableau quelque peu sombre du Togo tel que Monseigneur Kodjo l'a décrit hier avant d'énoncer ses propositions. Oui, c'est ce qu'il a relevé. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux interventions des auditeurs. 2 choses. Première chose, Monseigneur Kodjo a dit dans ce pays qu'il travaille à ce que les membres de la C14 à l'époque soient unis. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en studio,
il y a des gens de la C14 qui tentaient de rallier ou d'allier, qui sont en train de voter pour des candidats du Parti uni qui veulent devenir maire. On est dans le même pays, hein. D'accord. Deuxième chose, il faut qu'avant qu'on puisse se prononcer sur des choses actuellement, on puisse revisiter l'histoire politique du Togo depuis 1960. Le rôle joué par chaque acteur, le CUT, la Juventus, tous les présidents que le Togo a connus, l'UCPN, même lors de la conférence nationale souveraine, il faut que les Togolais revisitent leur histoire politique pour comprendre un certain nombre de choses qui se passent maintenant. Et moi, je tiens à ce que tous les militants des partis politiques, et puis au niveau même des citoyens, qu'on puisse se cultiver pour connaître la véritable histoire politique du Togo avant de se prononcer sur des faits qui se passent maintenant. Parce que tout est co-relié et on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe maintenant, de ce qui s'était passé en 1960. Merci. Et rappeler brièvement que entre Monseigneur Kpodjo la C14 aussi, c'est vrai que il était pratiquement le parrain de la C14, mais à un moment, il s'en est également pris ouvertement et vertement à un parti, l'ANC, son président. Sa sortie avait été très modérément appréciée par Fabre et son parti, mais comme la démocratie c'est d'abord la liberté d'opinion, d'expression, nous ici au Club de la Presse, nous relayons toutes les opinions qui s'expriment par-ci, par-là. Cher ami, c'est fou. Soleadoa, les auditeurs ne se sont pas prononcés sur le marché international de l'artisanat au Togo, mais ils auront quand même le temps de venir vous voir du 25 octobre au 3 novembre sur l'esplanade du Palais des Congrès. C'est bien ça. Et il y a également des numéros que je peux donner pour tous ceux qui sont intéressés par cet événement-là. Nous avons un premier numéro qui est le 92 86 19 19. Ensuite, il y a le 97 19 14 36. Et il y a aussi une page web www.miato.tg que les visiteurs de ces pages-là peuvent aussi avoir des informations qu'ils souhaiteraient sur l'événement. Merci. Nous les exhortons vraiment à faire, tous les artisans qui sont là, au nom de Madame le ministre, à venir vraiment s'essayer à la chose pour que nous puissions avoir des résultats probants pour notre secteur. Le marché international de l'artisanat au Togo qui se tient du 25 octobre au 3 novembre sur l'esplanade du Palais des Congrès sur le thème artisanat innovant, facteur de développement économique et social. Merci, cher ami. Ici, vous transmettez notre salut citoyen à Madame ou bien Madame le ministre. Madame le ministre. Je le ferai avec plaisir. Carton de fin d'émission, Jean Legrand Polorini. Je rappelle, le carton c'est sur un sujet et sur une personne physique ou morale qui n'ont pas été au menu du Club de la Presse. Allez-y. Je n'ai pas vraiment de carton. Bien, juste je vais saluer une personne. J'ai une pensée pour ces enfants de rue et j'envoie mes salutations à Madame Ategua Babedanka qui est ingénieur en décentralisation et développement local. Merci. Magloire Teko Kenvi. Pas de carton. Bon appétit à tous nos auditeurs. Merci. L'homme à Tichogbe. Bon, avant mon carton, j'aimerais dire un mot seulement sur ce qui se passe au niveau de la FUSEC parce qu'il y a des appels que j'ai eu ce matin à ce sujet. Et moi, je voudrais pas trop rentrer dans le débat des chiffres parce que c'est un autre débat, mais par rapport à l'administration, l'organigramme même de la FUSEC avec les COPEC, et je pense que le nœud du problème aujourd'hui qui se trouve être la COPEC Solidarité, je pense que les administrateurs de cette coopérative ont tout intérêt à revoir leur comportement par rapport à la décision qui a été prise le 19 juin 2019 par la commission bancaire de l'UEMOA et en ce qui concerne leur gouvernance et le fait qu'ils se soient portés en retrait vis-à-vis de la fêtière qui est quand même l'instance habilitée à gouverner, à représenter les COPEC. Merci. Juste rappeler que l'Albert Tribune a consacré un article à ce phénomène. Vous écrivez COPEC Solidarité, la récalcitrante. C'est un débat dans les médias. En temps opportun, nous ferons ici le point au Club de la Presse avec les protagonistes de cette crise. Oui. Michel Tchadja. Mon carton maintenant. Ok. Carton vert au ministère de l'Agriculture pour avoir acheté les tomates que les bonnes dames n'arrivent pas à exporter du côté du Nigeria pour cause de fermeture de la frontière. Merci Michel Tchadja. Nous finissons par votre carton. Mon carton est jaune.
et il s'adresse au ministre des Infrastructures. Parce que actuellement, tout le gouvernement se bat pour que les accidents de circulation baissent. Il n'y a pas longtemps, la dame qui est à la tête de ce ministère était aux côtés de ses collègues de la sécurité, de la justice, pour parler du permis de conduire catégorie A pour les motos, parce qu'on veut que les gens aient le permis pour que les accidents baissent. Mais il y a une autre approche. C'est qu'il faut nous allumer les lampadaires qui commencent de Golf Club jusqu'à la frontière Ghana. Parce que c'est une manière aussi de lutter contre les accidents. Parce que la nuit, les gens sont en train, on n'a pas encore allumé les lampadaires là, mais les gens sont en train de les faire tomber. Merci Michel. Carton jaune pour la ministre. Mais en entendant les lampadaires, j'espère que vous avez les phares de vos véhicules. Ah oui. Que vous pouvez allumer quand même. Non, ça n'est pas suffisant. Merci, c'est fini. Rendez-vous demain vendredi à 11h. Et Dieu le voudra bien. Raison de plus encore de continuer à célébrer la vie. C'est un bien inestimable.